Europe 1, 15h-16h, historiquement vôtre. Nous sommes le jeudi 25 avril, 8 mai 1974. Il y a 50 ans jour pour jour. À Lisbonne, c'est le matin. Il est 10h dans la capitale portugaise. Le ciel est gris, mais les œillets sont en fleurs. Et dans l'une des rues qui mènent sur la Praça do Comércio, la célèbre place du commerce bordée du ministère qui fait face au Tage, il n'y a pas de bruit. Et pourtant, il y a du monde. Si habituellement ce sont les ouvriers, les étudiants et les marchands ambulants qui martèlent du pied la calçada portugaise, cette chaussée composée de petits carreaux de calcaire noir et blanc, là, la rue et les trottoirs sont occupés uniquement par des hommes en uniforme. Et deux camps se regardent en chiens de faïence. D'un côté, celui des militaires qui forment le MFA, le mouvement des forces armées, et veulent le renversement du pouvoir, la fin de la dictature et la mise en place d'une démocratie. C'est pour cela qu'ils ont préparé un coup d'État depuis de longs mois. Face à eux, le général Junqueira dos Reis et ses soldats. Lui obéit aux ordres du gouvernement en place, celui de Marcelo Caetano, le président du Conseil portugais, l'équivalent du chef du gouvernement, un ancien ministre des colonies proche de Salazar, à qui il a fini par succéder à la tête du pays en septembre 1968. Et évidemment, ce dictateur, comme son prédécesseur, ne va pas s'incliner et donner le pouvoir à des socialistes, pire, à des communistes. Ne rien céder aux insurgés, ne jamais laisser mourir le fascisme. 40 années d'Estado Novo, l'État nouveau en français, ne vont pas disparaître en une journée parce que des capitaines qui refusent de continuer à faire la guerre dans les colonies l'ont décidé. La situation semble donc mal engagée pour la colonne des militaires rebelles qui ont réussi à prendre possession de la place du commerce quelques minutes auparavant. Il faut agir, et vite. Soudain, Salgueiro Maia, jeune capitaine de 29 ans, s'avance seul, un mouchoir blanc dans une main et une grenade dans la poche, en direction du général et de ses blindés. Il le sait. Un seul mot du haut gradé et il est criblé de balles. Cet ordre, qui pourrait sceller son destin, le général le prononce. Feu! Il hurle sur ses soldats d'abattre ce jeune capitaine qui se bat pour la démocratie. Feu! Vocifère-t-il de nouveau. Mais rien n'y fait. Ces hommes sont à leur tour emportés par ce vent de liberté. Tous déposent les armes et rejoignent leur camarade Salgueiro. Il en aura fallu de peu au capitaine pour voir sa carrière et surtout sa vie voler en éclats. Il peut à présent poursuivre sa mission avec ses insurgés, le renversement de la dictature autoritaire créée par Antonio de Oliveira Salazar il y a un demi-siècle. Et cette révolution a débuté quelques heures auparavant, en pleine nuit. Très écouté Radio Renaissance. Vous me direz rien de surprenant que de mettre de la musique à la radio, mais pour le commun des mortels, cette chanson pourrait presque passer inaperçue, presque oui. Car il s'agit quand même d'une chanson contestataire, qui dit que c'est le peuple qui commande à Grândola et son auteur est communiste. Mais pour les militaires qui s'apprêtent à renverser le pouvoir, elle prend tout son sens. C'est le mot de passe, le signal qui indique à l'ensemble des unités à travers le pays que le coup d'État, puisque c'est bien d'un coup d'État dont il s'agit, est lancé. L'opération Virage historique a commencé. Pour orchestrer cette opération très risquée, un homme a été nommé, le major Otelo Saraiva de Carvalho. Depuis un quartier général improvisé dans la banlieue de Lisbonne, il donnera ses instructions aux capitaines insurgés. Et ils sont nombreux à décider de désobéir à leur chef et vouloir renverser le pouvoir. On parle d'environ 2000 hommes. On les appellera plus tard les capitaines d'avril, ceux qui ont réalisé la révolution. Mais en attendant, tout reste à faire. Il est donc minuit 20 et à partir de cet instant, tous les capitaines se mettent en mouvement. Leur premier objectif est de rallier à leur cause un maximum de leurs camarades. Alors, ils les réveillent en pleine nuit, les persuadent de ne plus aller faire la guerre dans les colonies, mais plutôt de se battre pour la paix, l'instruction et la nourriture dans leur propre pays. Et quand des hauts gradés, des généraux principalement, tentent de s'opposer à ce soulèvement, les militaires les enferment le temps de constituer une unité. Maintenant que plusieurs unités ont rejoint le mouvement révolutionnaire, la priorité de ces courageux soldats est de prendre d'assaut les principaux points stratégiques du Portugal. L'aéroport de Lisbonne, les ministères, la télévision, les radios. Et à 4 heures du matin, une grande partie de leur cible est déjà atteinte. L'effet de surprise a joué et ils sont confrontés à peu de résistance. Pour autant, le stratège de ce coup d'État, Oscar, le nom de code d'Otelo de Carvalho,
ne veut prendre aucun risque. Alors, à 4h26, il fait diffuser un message à la radio. Autant la chanson de José Afonso était destinée aux militaires, autant ce message est directement adressé aux Portugais. Il leur est clairement expliqué qu'une opération militaire est en cours et que pour la sécurité de chacun, ils doivent rester enfermés chez eux. Le pays est donc à cette époque sous le joug de la dictature salazariste et le gouvernement pourrait ne pas hésiter à tirer et tuer alors des civils comme des militaires pour rétablir l'ordre. Otelo Saraiva de Carvalho et ses camarades capitaines d'Avril sont obsédés par l'idée d'avoir un coup d'avance sur le gouvernement. Alors, ils ont fait installer des téléphones et des tables d'écoute dans leur quartier général. Ainsi, Otelo peut écouter les conversations des ministres. Le jour est à peine levé et le plan, minutieusement préparé depuis plusieurs jours, se déroule comme prévu. Le jeune capitaine Salgueiro Maia, arrivé tout droit de l'école de cavalerie de Santarém avec sa colonne militaire, pénètre même sans difficulté avec ses blindés dans le cœur de Lisbonne pour venir occuper ce qu'on appelle alors le Terreiro do Paço, la place du commerce. Ce point de chute est l'un des plus stratégiques. C'est ici que siègent les banques, la radio Marconi, les principaux ministères. Donc, réussir à en déloger les occupants est essentiel pour renverser le régime. Le problème, c'est que l'homme que tous les militaires rêvent de voir tomber, celui dont on espère la reddition immédiate, Marcelo Caetano, refuse de se rendre. Le président du Conseil a trouvé refuge à la GNR, la Garde nationale républicaine. Au premier abord, le choix ne paraît pas illogique et pourtant c'est l'une des pires décisions qu'a prise le responsable de la police. Ce bâtiment est situé en plein cœur de Lisbonne, sur l'une des 7 collines de la ville, et il est encerclé de rues. Tant et si bien que les militaires n'ont qu'à faire le tour pour l'empêcher de s'échapper. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Le capitaine Salgueiro Maia et ses troupes arrivent sur cette place appelée Largo do Carmo et positionnent leurs chars face aux troupes fidèles au régime. Le message est clair. Le président du Conseil et les ministres qui l'accompagnent ont tout intérêt à se rendre, sinon un bain de sang est plus qu'envisageable. De sa fenêtre, Marcelo Caetano voit bien ces militaires prêts à en découdre. Et ils ne sont pas seuls. Il n'y a pas que des soldats qui l'attendent en contrebas et qui exigent sa démission. Et c'est peut-être cela qui lui fait le plus peur. À bas le fascisme, plus de guerre coloniale. Ces injonctions n'émanent pas des militaires, ce sont les paroles des Portugais, des gens du peuple, car malgré les consignes diffusées toute la nuit à la radio, les Lisboètes n'ont pu s'empêcher de sortir de chez eux, d'arpenter les rues à la recherche des blindés et prendre part, eux aussi, à ce coup d'État pour renverser le régime. Ils se sont trop tus pendant près d'un demi-siècle de dictature, alors désormais ils veulent faire entendre leur voix. Ils sont plusieurs milliers d'hommes, de femmes, à braver le danger pour rejoindre ces soldats, ces capitaines. Spontanément, ils leur offrent du pain, des boissons, du tabac, car cela fait plus de 12 heures qu'ils n'ont pas fait de pause, qu'ils ne se sont pas sustentés. Sur la place Largo do Carmo, où dès midi, les événements se cristallisent, les civils se mélangent aux militaires. Beaucoup grimpent aux arbres, aux poteaux de signalisation, sur les rebords des fontaines, sur les épaules de leurs amis. Ils veulent en être de ce moment qu'ils espèrent historique. Mais il tarde à venir. Alors le jeune Salgueiro Maia téléphone à Oscar, le stratège Otelo Saraiva de Carvalho. Que faire? La réponse, il la connaît déjà. Il l'avait prévue dans les plans qu'ils ont échafaudés. Le capitaine doit tirer sur la façade pour montrer que le mouvement n'est pas une simple mutinerie. Il s'agit d'un soulèvement global et les insurgés sont prêts à tout pour parvenir à leur fin. Salgueiro Maia prend alors son mégaphone et prévient à intervalles réguliers le président du Conseil que s'il ne se rend pas, il intimera l'ordre de tirer sur la caserne. Il demande à la foule de reculer, de se mettre à l'abri. Nul ne sait comment les gardes vont réagir à cette attaque. Une première rafale de mitraillettes se fait entendre. On attend quelques instants. Il s'est donc rapproché du mouvement des forces armées et souhaite visiblement lui aussi le renversement du régime. Pendant plusieurs minutes, il s'entretient avec le président du Conseil. Et peu avant 19h, après avoir assuré à Marcelo Caetano que les métiers répressifs policiers qui va gâcher pendant 48 longues années la vie de millions d'habitants au Portugal. Le pays le plus pauvre d'Europe, ne cherchez pas ailleurs. Le Portugal est le pays le plus pauvre d'Europe jusqu'en 1974. Et António de Oliveira Salazar n'y est pas pour rien. Avec son régime autoritaire, conservateur et nationaliste,
Il n'a que faire de son peuple et ne fait rien pour le tirer vers le haut, pour améliorer son quotidien. Ce serait même dangereux. Si les Portugais se mettaient à manger à leur faim et à vivre mieux, à s'instruire, ils pourraient se révolter contre l'ordre immuable des choses et contre un régime salazariste qui n'est en rien égalitaire et démocratique. Ce n'est pas pour rien que jusque dans les années 70, l'économie portugaise repose pour beaucoup sur l'agriculture. Une agriculture désuète, accusant un retard immense face à des pays comme la France ou l'Allemagne, alors que le secteur industriel comme le textile n'offre que des salaires de misère. Les Portugais peinent à joindre les deux bouts. Leurs enfants sont bien souvent obligés d'arrêter l'école avant 10 ans pour aider aux finances de la famille. Le nord et le centre du Portugal sont des régions particulièrement touchées. Et en prenant la tête du pays, Salazar veut instaurer un climat de peur dans la population. Les Portugais émigrent massivement, en France notamment, et beaucoup de jeunes hommes refusent de faire le service militaire, dont la durée passe à 4 ans en 1968. Le dictateur met en place une police politique qui espionne, traque toute personne susceptible de représenter un danger pour l'État ou simplement qui exprimerait une critique envers le gouvernement en place. L'opposition politique est très difficile, les journaux sont contrôlés, les textes des journalistes, des écrivains, des chanteurs sont relus, modifiés, rejetés. Une grande poétesse, Sofia de Mello-Brenner, écrit alors que même la voix de la mer devient exil. On murmure que le dernier qui quitte le pays éteint la lumière. La police est partout et la justice nulle part. Les tortures psychologiques comme physiques sont nombreuses, comme dans les prisons de Caxias ou Tarrafal. Certains détenus sont privés de sommeil pendant plusieurs jours et on estime à 30 000 le nombre de personnes incarcérées sous Salazar et plus tard sous Caetano. Cette terreur ne vient pas forcément du charisme du professeur Oliveira Salazar qui, comme le décrit notre invité cet après-midi, l'historien Yves Léonard dans la biographie qu'il lui consacre, s'exprimait en public en lisant froidement et d'une voix nasillarde des textes soigneusement écrits et démonstratifs, cherchant à gagner en intelligibilité et en profondeur, ce dont ses discours manquaient tant en termes d'émotion et de passion. Non, cette peur était présente du matin au soir où vous étiez espionné chaque minute au marché, au café, à l'université, partout. Et comme les Portugais, pour beaucoup, avaient reçu une instruction sommaire, rappelons qu'en 1970, un tiers encore de la population est analphabète, le régime s'appuie sur cette crainte des citoyens d'être emprisonnés, d'autant qu'une autre menace plane sur la tête des hommes en âge de combattre. Car si on ne peut pas lui reprocher une chose à Antonio Oliveira Salazar, c'est d'être têtu. Alors que dans les années 50, toutes les grandes puissances européennes acceptent tant bien que mal l'indépendance de leurs anciennes colonies, Salazar, lui, refuse catégoriquement de céder la moindre autonomie à ses territoires d'outre-mer. Il engage donc son pays dans des guerres coloniales sanglantes. Les peuples autochtones ne supportent plus la domination de l'empire salazariste. C'est en Angola que les premiers combats débutent en 1961. Un an plus tard, ce sont les habitants de la Guinée qui se rebellent à leur tour, suivis l'année suivante par les Mozambicains. Au départ, l'armée portugaise dispose de soldats bien mieux équipés que ses adversaires, de chars moins vétustes. Mais très vite, les locaux rattrapent leur retard de matériel et donnent plus que du fil à retordre aux militaires envoyés par le régime salazariste. Ce qui ne devait être qu'une guerre rapide se transforme en bourbier dévastateur. Au total, 8000 militaires portugais perdront la vie dans ces combats, sans parler de ceux qui reviendront avec des membres amputés et des séquelles psychologiques graves. Alors forcément, du côté du peuple portugais, la colère gronde. Non seulement sous Salazar, puis sous son successeur Caetano, la vie quotidienne est plus que pénible. Les divorces sont interdits, les femmes sont soumises juridiquement à leur mari, la semaine de travail ne compte qu'un jour de repos, évidemment le dimanche, il n'existe aucun parti politique d'opposition autorisé, les enfants doivent souvent quitter l'école avant 10 ans pour travailler. Mais si en plus les familles se retrouvent décimées car les hommes servent de chair à canon dans des colonies dont on ne comprend plus l'utilité ni l'intérêt, malgré la propagande sur la nation une et indivisible du Minho à Timor, c'en est trop. Ce sentiment d'injustice se répand de Viana do Castelo au nord à Lagos dans le sud du pays et il touche toutes les couches de la population. Ces guerres durent depuis 13 ans et vont donc être l'étincelle qui décidera un certain nombre de capitaines à se rebeller et à créer le MFA, le mouvement des forces armées, pour abattre le régime fasciste. Un régime qui ne disparaît pas lorsque Salazar est victime d'un accident vasculaire cérébral qui l'éloigne définitivement du pouvoir
en 1968, mais dure bien des années encore. La dictature tombe et ce rêve devient enfin réalité le 25 avril 1974 avec la chute en une journée de Caetano, celui qui a pris le contrôle du pays après lui. Mais désormais, c'est tout le Portugal qu'il faut reconstruire. Le Portugal entre alors dans ce qu'on appelle le PREC, le processus révolutionnaire en cours. Le peuple, trop longtemps bridé, décide de reprendre le pouvoir. Et cela commence par des initiatives concrètes sur le terrain. Ainsi, les appartements vacants sont occupés par des familles qui ne trouvaient pas de toit. Dans les usines désertées par les patrons depuis le coup d'État, les ouvriers décident de s'organiser et de gérer eux-mêmes leurs lignes de production. On parle de 300 usines occupées. Un tiers de la population, soit 3 millions de Portugais, est syndiqué. Dans les grandes exploitations agricoles du centre du pays, les paysans reprennent eux aussi la gestion du domaine. Il ne se passe pas un jour sans qu'un journal, une radio ne parle de la révolution portugaise. Et cela dépasse largement les frontières. En France, en un an et demi, d'avril 74 à novembre 75, ce ne sont pas moins de 131 du monde qui sont consacrées au Portugal et son effervescence révolutionnaire. Oui, on en a compté autant. Les politiques comme François Mitterrand ou Georges Marchais posent aussi le pied à Lisbonne dès le mois de juillet 1974 pour s'imprégner de cette ferveur de la gauche. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et de nombreux intellectuels leur emboîtent le pas. Chaque jour, des manifestations, des meetings, des concerts sont organisés. Le Portugal expérimente ainsi pendant 2 ans une sorte de laboratoire à ciel ouvert dans lequel toutes les initiatives pour reconstruire le pays sont envisagées. Et puis, en parallèle, des élections sont organisées pour stabiliser politiquement le pays libéré. Le 2 avril 1976, après plusieurs tentatives de putsch, l'actuelle constitution portugaise est adoptée et le général António Ramalho Eanes est élu président de la République. La page se tourne enfin. De cette révolution, que reste-t-il ? Des acquis sociaux principalement, la création des syndicats de travailleurs, l'école obligatoire jusqu'à 16 ans, la pluralité en matière de presse, le droit de grève, le salaire minimum, bientôt un système national de santé gratuit et universel. Mais la révolution portugaise a également eu le mérite de mettre un coup de projecteur sur ce petit pays du sud-ouest de l'Europe à travers son nom. Un nom qu'elle doit à une fleuriste, Céleste Caeiro. Ce jeudi 25 avril 1974, la jeune femme est censée, comme tous les jours, vendre au restaurant de la ville ses fleurs, en majorité des œillets parce que c'est la saison. Mais tous les commerces sont fermés sur ordre des militaires. Alors, en repartant chez elle, Céleste croise des soldats près du Rocio, en bas de l'avenue de la Liberté, les Champs-Élysées portugais. Ils lui demandent si elle n'a pas des cigarettes. Mais Céleste n'en a pas, mais elle leur propose des œillets, la plupart rouges. Les militaires acceptent la proposition insolite et accrochent leurs fleurs, soit à la boutonnière, soit au canon de leur fusil. La légende est née et désormais la révolution portugaise est entrée dans l'histoire sous le nom de Révolution des œillets. Yves Léonard, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. La révolution des œillets a eu lieu aujourd'hui, il y a exactement 50 ans, jour pour jour, le 25 avril 1974. Et ce jour-là, selon vous, et vous le dites dans votre livre, c'est Salazar qui est dans le viseur alors qu'il est mort depuis 4 ans. Oui, c'est le symbole d'ailleurs. Il y a une image qui va être beaucoup diffusée où on voit un soldat qui est au siège de la PI, de la police politique, qui va décrocher le cadre de Salazar, la photo de Salazar. Donc symboliquement, c'est un acte fort parce qu'en fait, ces capitaines rêvaient d'une chose. Ils le diront ensuite, Otelo de Carvalho notamment. Nous rêvions de renverser Salazar de son vivant. Ça n'a pas été possible. Il est mort en 1970, mais il va ajouter ensuite. On est persuadé qu'il aurait été là, nous aurions réussi quand même. Alors ça, c'est de l'histoire contrefactuelle, on ne le saura jamais, mais c'est vrai que c'est le symbole et d'une certaine manière, l'histoire de Caetano, c'est l'histoire d'un échec, c'est-à-dire le salazarisme sans Salazar, ça ne marche pas. Et Caetano, pour un certain nombre de raisons, va se retrouver à des difficultés telles, et notamment sur la question coloniale, qui va échouer. Et donc Salazar est mort de sa belle mort, en quelque sorte, avec la dictature qu'il avait créée, qui était toujours en fonctionnement. Et c'est seulement les capitaines d'Avril, 4 ans après, qui vont réussir ce que personne n'avait réussi à faire jusque-là, en mettre fin à cette vieille dictature. Yves Léonard, je vous propose que l'on reparte quelques décennies en arrière pour s'intéresser davantage à la figure centrale de cette dictature portugaise d'un genre particulier.
Antonio de Oliveira Salazar, à qui vous consacrez donc une biographie qui vient de paraître aux éditions Perrin. Avez-vous percé tous les mystères de cet homme ? Quand on écrit une biographie, ça serait très prétentieux et illusoire, je pense, d'imaginer percer tous les secrets d'un homme, d'un parcours, parce qu'on le dit souvent, un homme a énormément de facettes, et surtout quand on s'attaque à un personnage de cette nature, on l'a sous-titré le dictateur énigmatique, parce que effectivement, il s'est entouré de beaucoup de masques. Il a voulu créer une légende autour de lui. On a souvent dit, ces grands personnages, peut-être que leur vérité réside dans leur légende, mais j'ai essayé de mettre un petit peu tout ça à plat, de m'entourer du maximum de sources possibles, de garder à distance ce personnage qui est assez étrange à bien des égards, un homme cultivé qui était un professeur d'université qui ne correspondait en rien aux standards de l'époque, notamment quand il est arrivé au pouvoir dans les années 20 et 30, dans l'entre-deux-guerres. C'est peut-être le seul dictateur qui n'a jamais porté un uniforme militaire et qui s'en défendait d'ailleurs. Surtout pas. Il n'a jamais porté un uniforme, il n'a pas participé à la Grande Guerre. Bref, il n'a pas de passé militaire, de passé de guerrier. C'était une anomalie dans le paysage politique de l'époque. Et c'est cet homme-là qui a su justement gouverner avec les militaires, s'imposer aux militaires, prendre le pas sur les militaires et puis ensuite dérouler un peu sa partition avec une police politique très présente, une justice qui était aux ordres et surtout un discours, une propagande qui ont fait de lui un personnage très étrange. On parlera de lui comme d'un moine dictateur, mais il a créé tout ça de toutes pièces. Oui, ça s'est créé de toutes pièces. Moine dictateur, dictateur malgré lui. C'est vrai qu'on a le sentiment que c'est un homme quand même qui est dénué, dépourvu de tout charisme. Et pourtant, il a tenu le pays d'une main de fer pendant 40 ans. Mais il était quand même perçu par le peuple comme un gentil monsieur, d'une certaine manière. Alors, une partie du peuple, c'est très difficile, mais ses origines modestes l'ont beaucoup servi. Il a d'ailleurs beaucoup communiqué autour de ça. Modeste, mais c'était pas non plus, c'était pas Zola, si vous voulez. Son père était régisseur d'une grande propriété dans les Beira, c'est-à-dire la partie intérieure du pays, et il a pu faire des études, ce qui était rare dans le Portugal de la fin du 19e siècle. Lui et ses sœurs, ses 4 sœurs aînées, ont pu également faire des études. Donc c'est un homme qui s'est construit d'une manière très méritocratique, on va dire, qui a fait des études, qui a beaucoup travaillé, qui s'est beaucoup instruit et qui a pu accéder à l'université, ce qui était encore plus rare à l'époque, à Coimbra. Et à Coimbra, bien, il est devenu un étudiant très respecté parce qu'obtenant des notes très très élevées et puis militant un peu dans une petite formation catholique d'étudiants de Coimbra. Et c'est à partir de ça qu'il a construit un destin, parce qu'on l'a souvent dit, et ses amis de l'époque le disaient, c'est un animal d'habitude, mais aussi un volcan d'ambition. Il l'avait surnommé un volcan d'ambition, mais qui cachait bien son jeu, c'est-à-dire qu'il mettait toujours ça derrière la volonté de servir, la volonté d'être utile, et disant qu'il avait accepté le pouvoir comme un fardeau, comme une charge qui lui pesait et qu'il ne rêvait rien d'autre que de retourner un jour enseigner à l'université de Coimbra. Il ne le fera jamais puisqu'il restera 40 ans au pouvoir. Pour écrire cette biographie, vous avez exploité une masse d'archives, parmi lesquelles le journal intime de Salazar qu'il a tenu quotidiennement à partir de 1933. Racontez-nous, que contient ce journal? Qu'est-ce qu'il raconte dedans? Alors c'est ce qu'on appelle le diario, c'est-à-dire que tous les jours, il notait scrupuleusement, à partir de l'année 1933, il notait scrupuleusement ce qu'il faisait. C'est-à-dire, c'est une sorte de bloc-notes commenté. Mais à la manière, tous les jours. Au début, c'est une assistante, une sorte de secrétaire particulière qui prend sous sa dictée les notes. Et puis à partir de la fin de l'année 1938, en 1939, c'est lui-même qui l'écrit tous les jours, jusqu'à la fin, jusqu'au mois de septembre 1968. Et d'ailleurs, la dernière ligne qu'il écrit, au moment où il part à l'hôpital, où il va être opéré et ensuite avoir cet AVC, il note qu'il a relu des dépêches sur les questions de défense, sur des questions militaires. C'est les derniers mots qu'il écrit dans son journal. Donc il écrit au quotidien ce qu'il fait, avec une précision tout à fait étonnante. 9h30, 11h30, il note le nom des gens et quelquefois il gratifie d'un petit commentaire. Et surtout avec son écriture personnelle qui est assez illisible. Alors la chance qu'on a aujourd'hui... Comment vous avez fait, alors moi ça fait des années que je travaille sur le personnage, donc on essaye et puis on a des trucs un petit peu pour décrypter cette écriture très très particulière. Mais on a été aidé aussi par une archiviste qui a beaucoup
beaucoup travaillé depuis des années sur le fonds Salazar, aux archives nationales de Lisbonne, et qui, il y a 4 ans maintenant, a indexé tout ça, a numérisé, et donc ça permet un accès, c'est un format d'un e-book en quelque sorte, qui est aujourd'hui accessible assez facilement, et que j'ai pu compulser encore plus aisément qu'à une époque où il fallait se colter au texte même, et c'était pas facile, parce que voilà, on avait du mal à déchiffrer. Puis ce qu'elle a fait de remarquable, c'est qu'on arrive à savoir qui il a rencontré le plus souvent finalement. Et c'est très étonnant, il y a des hommes qu'il a rencontrés 1500 fois dans son parcours. Alors c'est des proches, vous avez un homme comme un universitaire, professeur de médecine à Coimbra, qui était son grand ami, il va dîner tous les soirs pratiquement avec lui, tous les samedis soirs. Pendant près de 40 ans, ils dînent tous les deux ensemble et il le renseigne sur ce qui se passe à Coimbra, la température locale. C'est à la fois son confident, un ami de proximité. La grande difficulté de ce type de document, c'est qu'il se livre assez peu. Il dit ce qu'il fait, mais il ne raconte rien sur lui-même. On ne sait rien de sa vie privée non plus. Alors sur sa vie privée, on arrive à savoir pas mal de choses, qu'il a construit une légende, c'est-à-dire une légende qui correspondait aussi... Il est marié avec le Portugal. Donc marié avec la nation, il disait, et l'Église catholique, son grand ami le cardinal Cerejeira disait, il est marié avec la nation, donc c'est parfait, c'est le moine dictateur. La réalité est beaucoup plus complexe. C'est un homme qui a une vie personnelle, une vie privée, et qu'il a gardée mystérieuse pour un certain nombre de raisons. C'était un homme très travailleur, persuadé qu'il fallait évidemment consacrer l'essentiel de ses journées à l'État, à la défense d'un certain nombre d'idées, mais il s'accordait aussi des moments avec des quelques femmes qu'on arrive à identifier, non sans difficulté, mais qu'on arrive à repérer ici et là pendant des années et des années. Mais il ne va jamais très loin. C'est-à-dire qu'il se veut séducteur, et certaines femmes, visiblement, éprouveront des sentiments très forts envers lui, mais à aucun moment, par exemple, il envisage de se marier ou de construire une vie personnelle parce qu'il est marié avec la nation, et puis que ça serait, dit-il, quelque part, se dévier de la tâche essentielle qui est de travailler pour le bien de la nation. C'est la phrase essentielle du régime. Et il y a une journaliste française, notamment, qui croisera son chemin au début des années 1950. Elle en tirera un ouvrage qui a connu un certain succès, publié chez Grasset en 1951, qui s'appelle Vacances avec Salazar. C'est Christine Garnier, et qui aura plus qu'une amourette avec Salazar dans le Portugal du début des années 50, et lui-même se fera photographier en sa compagnie. Alors, de manière évidemment très respectueuse, mais avec des costumes plus clairs, avec un timide sourire aux lèvres. Bref, pour montrer que lui aussi était sorti du champ magnétique des fascismes et de la période de l'entre-deux-guerres et de l'austérité qu'il incarnait. Donc c'est un personnage très complexe qui mélange les genres. Il élèvera des pupilles aussi, ce qu'il appellera ses pupilles, notamment une jeune femme qu'il avait recueillie à l'âge de 6-7 ans et qui l'accompagnera, elle le dira elle-même, c'était comme un père pour moi. Et il l'a beaucoup accompagnée, beaucoup suivie. Et quand elle a eu des enfants, cette femme, eh bien, il en était une sorte de grand-père par procuration. Il était le parrain de son fils. Je crois que vous avez rencontré beaucoup de gens qui ont connu Salazar. Le témoignage oral est encore possible du fait même que il a disparu il n'y a pas si longtemps. Oui, j'ai eu la chance, il y a une vingtaine d'années, de rencontrer des proches, enfin des gens qui ont travaillé avec lui, certains de ses ministres notamment, alors qu'ils communiaient tous dans l'admiration très forte pour la grandeur du personnage, l'homme d'État en quelque sorte. Tous m'ont tenu. Après, en aparté, ils reconnaissaient aussi que c'était pas facile, même très difficile de travailler avec lui, parce que il déléguait très peu, voire pas du tout, qu'il avait des idées arrêtées surtout, et qu'il exigeait évidemment de ses collaborateurs, parce qu'on peut parler de collaborateurs, ses ministres étaient des collaborateurs plus qu'autre chose, une loyauté absolue. Aucune déviance possible, aucun pas de côté, mais en échange de quoi, c'était l'homme aussi, disent-ils, des rencontres en petit comité où il excellait, en le tête-à-tête, c'est l'art où il excelle, et jamais de mots trop hauts, plus haut que les uns que les autres, c'est-à-dire pas de porte qui claque, pas de verre cassé, d'assiette qui tombe. Tout est une espèce d'orchestration, d'une forme de silence mesuré, teinté d'admiration, nimbé d'admiration pour ce personnage réputé austère, mais cultivé, le professeur d'université qui est là pour délivrer un discours et qui vous fait l'honneur de passer quelques minutes avec vous. Yves Léonard, on parle évidemment de la révolution des œillets et du personnage contre lequel les capitaines d'Avril se sont érigés, et c'était le dictateur Salazar. Quel personnage énigmatique, et vous avez raison d'utiliser ce terme dans votre biographie. Parce qu'au fond, il s'appuyait sur les militaires, mais il n'en était pas un. Il s'appuyait sur l'Église en revendiquant un catholicisme pieux. Mais il était doux, il n'était pas... c'est l'anti-Franco en fait.
Oui, il y a beaucoup de choses qui l'opposent, effectivement, qui le différencient de Franco, énormément de choses, parce que lui, d'ailleurs, dans leur rencontre, le seul homme d'État que Salazar rencontrera véritablement, et y compris hors du Portugal, il ne se déplace jamais, il sort jamais du Portugal, c'est Franco. À partir, dès la fin de la guerre civile... Il faut dire qu'ils ont une longue frontière en commun. Ils ont, voilà, d'Espagne ne vient ni bon vent, ni bon mariage, disait-on traditionnellement, mais il va nouer, évidemment, des affinités électives avec ce régime franquiste, parce qu'il y a beaucoup de choses qui les rassemblent bien évidemment, mais Salazar aura toujours le sentiment que lui c'est un universitaire et que Franco n'est jamais qu'un général, c'est-à-dire dans son référentiel, quelqu'un qui est quand même assez limité intellectuellement. Et ça, à défaut de lui faire sentir, Franco aura beaucoup d'admiration pour Salazar. Salazar jouera aussi la partition, mais sans véritablement la partager. Mais en revanche, voilà, il faut sécuriser à ses frontières un pays qui ne poserait pas de problème. C'est la hantise de Salazar au début, lorsque commence la Seconde Guerre mondiale, c'est d'éviter que la péninsule ibérique tombe en guerre, parce que il se dit qu'à ce moment-là, eh bien, son régime c'est un pays petit, avec une armée qui n'est pas si nombreuse, et puis l'essentiel pour lui, l'avenir du pays, c'est outre-mer, c'est les colonies, et donc il va tout faire pour éviter que le pays entre en guerre. Et Franco le convaincre de ne pas entrer en guerre. Avec des conséquences qu'on doit reconnaître à Salazar, c'est que beaucoup de gens qui fuyaient la France collaborationniste ont trouvé refuge au Portugal et ont pu s'enfuir vers les États-Unis, notamment des Juifs. Alors, c'est un des points, effectivement, sous la Seconde Guerre. Salazar, à défaut d'encourager, a laissé faire à sa manière. C'est-à-dire que, d'un côté, il avait donné des instructions pour que ce soit des flux migratoires très contrôlés, notamment des Juifs qui voulaient passer par Lisbonne, mais le Portugal était neutre. Et donc, il a maintenu ce statut de neutralité, et dès lors que les Juifs qui s'installaient à Lisbonne avaient les moyens de partir rapidement vers les États-Unis ou l'Amérique du Sud, ça convenait. Et donc, il n'a pas développé de législation antisémite, ce qui est assez rare dans l'Europe de l'époque, et il a laissé faire, mais il n'a pas encouragé. Plutôt, c'est la légende qu'il essaiera d'installer en 1945, non seulement d'avoir accordé des facilités aux Açores pour les Anglais et les Américains ensuite, mais surtout d'avoir été presque protecteur des Juifs, ce qu'il a loin d'avoir été, et on a tous en tête le souvenir du consul de Bordeaux, Aristide Sousa-Mensch, qui lui justement a signé beaucoup de visas pour que le maximum de personnes puissent passer la frontière. On est au mois de juin 1940, et il sera rappelé à Lisbonne, jugé et condamné et mis à la retraite d'office sans solde, ou une partie de son traitement lui étant supprimée. Donc c'était un acte administratif, il avait désobéi aux ordres. Yves Léonard Salazar, qui était affaibli depuis 1968, est donc mort en 1970. Que représente-t-il aujourd'hui dans la mémoire collective portugaise ? Alors c'est à l'image de l'ambiguïté du personnage, de ce côté très énigmatique. C'est-à-dire que, très officiellement, il n'a pas suscité un culte comme Franco a pu le susciter après sa mort, avec même une symbolique, Val dos Caídos, le monument, etc. Salazar a été inhumé dans son village natal, dans le plus strict dépouillement, recueillement, avec une petite tombe, etc. Il l'avait souhaité ainsi. Et donc, avec la révolution des œillets, qui est une transition par rupture, revendiquer l'héritage de Salazar dans le prolongement de la révolution des œillets est impossible, parce que une partie du personnel politique est disqualifiée, voire en exil au Brésil, etc. Donc, à la différence du régime franquiste et la transition qui va se construire sur ce qu'on a appelé l'amnésie, la loi d'amnésie et le pacte de l'oubli, au Portugal, rien de tout cela. Donc, il est très difficile de revendiquer l'héritage salazariste. Mais il y a une petite musique qui va se prolonger pendant des années et qui aujourd'hui retrouve à la fois de l'actualité. Plus le temps passe, moins les souvenirs sont présents de ce qu'a été la dictature, plus les témoins disparaissent, et notamment ceux qui ont fait la révolution des œillets, c'était il y a 50 ans, et on voit ressurgir avec l'onde de choc, la vague néopopuliste, disons, de cette extrême droite radicale qui est très présente aujourd'hui au Portugal. On voit ressurgir, comme en Espagne avec Vox, on voit ressurgir un discours qui consiste, sinon à promouvoir une forme de révisionnisme, certains disent c'est plus le PREC, processus révolutionnaire en cours, mais le processus révisionniste en cours. On voit ressurgir cette musique aujourd'hui au Portugal, qui n'est pas à proprement parler une nostalgie de Salazar, mais de cette petite tonalité que le Portugal, quelque part pour certains, se portait mieux avant 1974. J'ai une toute dernière question, mais par simple curiosité, Yves Léonard, votre biographie est parue la semaine dernière en France, mais à la fin de l'année 2023 au Portugal.
Comment a-t-elle été accueillie? Parce que ça en dit long sur justement le regard que les Portugais d'aujourd'hui portent sur Salazar. Alors, elle a été bien accueillie par la presse et les universitaires. Elle est à sa 2e édition, donc on va considérer qu'elle a trouvé un public. Après, le contexte politique de ces dernières semaines la sert et la dessert à la fois. La sert parce que effectivement, on braque le projecteur sur ce personnage un peu oublié, un peu mystérieux, Salazar. Et puis ça la dessert aussi parce que finalement, c'est toujours le même problème. Évoquer ouvertement Salazar, chacun a une petite anecdote à raconter sur Salazar dans son fort intérieur, dans les familles. Mais quand il s'agit de s'exprimer publiquement, il y a toujours beaucoup de retenue. Et peut-être que le fait d'être un auteur étranger me sert un petit peu quand même pour avoir écrit cette biographie et qu'elle soit lue avec un regard peut-être différent que pourraient avoir les lecteurs portugais à l'égard d'un écrivain, d'un auteur portugais. Mais merci beaucoup Yves Léonard de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de la révolution des œillets au Portugal. Je rappelle que votre livre « Salazar, le dictateur énigmatique » vient de paraître aux éditions Perrin. Europe 1, 15h-16h, Historiquement Vôtre.